Dans le rendez-vous tech aujourd'hui, on va parler de l'event Apple avec l'iPhone 13, Apple Watch 7, etc., etc. On a aussi des rumeurs sur l'event Microsoft qui arrive dans quelques jours, c'est la saison décidément, et aussi des sujets un petit peu plus sérieux, comme par exemple l'application Smart Voting qui a été retirée par Apple et Google en Russie, et tout le reste de l'actu tech évidemment. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, on est en septembre 2021 et c'est l'épisode numéro 422. Et pour m'aider à décortiquer toute l'actu tech, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi Marion, comme d'habitude. Comment ça va Marion ? Écoute, très bien, ravie de vous retrouver pour cette édition de rentrée. Enfin, moi, c'est ma rentrée Rendez-vous Tech, donc la forme, écoute. On a suivi tes vacances effectivement en Italie à travers les photos sur Instagram et j'avoue que ça m'a rendu un tout petit peu jaloux avec mes 7 degrés ici en Finlande. Hein. J'étais un petit peu en train de saliver devant vos Instagrams à toi et à Jérôme. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance là avec les vacances. Beaucoup de personnes sont plaintes de pas avoir eu du soleil parce qu'on a eu un été un petit peu compliqué, mais nous, on a eu un temps idéal en Italie. Et en effet, du coup, je rentre de vadrouille entre l'Italie et puis on a eu un off-site aussi avec mon équipe chez Alan où on était à Amsterdam, on a fait de la navigation. Donc là, je suis de retour à Paris, ça y est, pour la rentrée et en forme. Tu leur as dit, écoutez, il y a le rendez-vous tech, faut que je file. Salut, ciao. Très bien. Presque, oui. En fait, juste avant, j'avais la retraite de ma tante, donc fallait que je rentre avant aussi. On a également Maxime qui nous rejoint, c'est pas la première fois mais ça fait un petit moment, Maxime Pérignon qui nous rejoint et qui est idéal pour parler des annonces d'Apple puisque tu gères notamment la chaîne Mobile Addict, c'est ta chaîne YouTube et tu me disais avant qu'on commence à enregistrer que ça y est, t'es à plein temps depuis presque un an sur Mobile Addict, donc félicitations de rejoindre le merveilleux monde des créateurs de contenu à plein temps indépendants qui ont des sueurs froides devant les changements d'algorithme. Comment ça va, Maxime ? Très bien, merci. Je suis ravi de revenir depuis mon dernier passage, je crois qu'il était il y a peut-être 2 ans maintenant. Et en effet, et je suis très content d'être à plein temps sur la chaîne et ça se passe très très bien. Je pensais jamais que je pourrais travailler entièrement sur une chaîne YouTube et c'est le cas. Et c'est la période la plus chargée pour moi, puisque c'est avec l'événement Apple de l'année, on va dire. Avec toutes leurs nouveautés hardware. Justement, on va en parler un petit peu et je suis curieux de savoir ce que tu en penses parce que sans vouloir trop déflorer, les réactions sont un peu tièdes, je trouve, pour les différentes annonces. On va en parler dans une seconde. Je veux juste remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon, notamment Nicolas Simon, Vincent Labattu, Romain Bourboulon, Charles H et Lionel Crasson. Merci à vous tous de soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech évidemment. Et on remercie également Stéphane Yoret et Stéphane Grégory-Sata, le duo dynamique de Stéphane, producteur de l'émission, qu'on remercie tous les mois. Merci à vous tous. Patreon.com/rdvtech, c'est le moyen de soutenir l'émission. Et en plus d'avoir l'émission sans pub, c'est quand même un petit bonus sympathique. Et il y en a d'autres. On en reparlera tout à l'heure. Donc, cet événement Apple, comme le disait Maxime, c'est un petit peu l'événement de rentrée, hein, le gros événement de rentrée pour Apple, la présentation de leur nouvel iPhone, qui est leur produit principal, et on n'a pas eu que le nouvel iPhone, hein, il y a eu d'autres choses. On a également eu l'iPhone 13 évidemment. On a également eu, j'ai plein de bruit qui me vient dans les oreilles. Je suis désolé, les auditeurs du podcast ne l'entendent pas. Mais quand j'oublie de muter les vidéos parce que on est en live sur Twitch, donc je mets aussi des vidéos. Et quand j'oublie de les muter, ça me fait plein de bruit dans les oreilles. Mais donc, qu'est-ce qu'on a eu pour cette annonce ? On a eu évidemment l'iPhone 13, comme je le disais, qui est décliné en 4 types, le classique, le mini, le Pro et le Pro Max. On a aussi l'Apple Watch série S, un nouvel iPad mini qui adopte de manière un petit peu surprenante un design d'iPad Pro, c'est-à-dire qu'il a les bords un petit peu plats, et surtout la connexion USB-C. Il a, on va partir peut-être dans les détails ensuite. Et puis,
au-delà d'un nouvel iPad classique, pas grand-chose d'autre. Hein. C'était un petit peu... ils ont pris un petit peu de temps pour dire on a plein de choses super cool sur Apple TV+, et peut-être l'annonce la plus importante de la conférence, l'arrivée de Fitness Plus en France et dans d'autres pays également. Ça, c'était quand même extrêmement important. C'était à peu près tout. Et donc, comme je le disais, ces produits ont laissé certains d'entre nous sur leur faim. Mais avant de parler de tous les détails, on va prendre dans l'ordre. On va commencer par les nouveaux iPads. Il n'y a pas grand chose à dire sur le nouvel iPad classique. Il est un petit peu plus rapide, il a une meilleure caméra frontale, etc. Mais c'est surtout l'iPad mini qui a, comme je le disais, un design pro, qui utilise l'Apple Pencil 2. Il a toujours le Touch ID là dans le bouton, comme sur, je crois que c'est un autre iPad qui a ça, mais donc c'est pas du Face ID. Et il a, comme le nouvel iPad classique, en plus d'un processeur plus puissant, qui est un processeur d'iPhone d'il y a 2 ans, je crois, une caméra frontale de 12 mégapixels et une caméra arrière de 12 mégapixels aussi. La caméra frontale est en ultra-wide et elle utilise la fonctionnalité Center Stage, c'est-à-dire qu'elle va vous suivre dans vos déplacements pour vous mettre toujours au centre de l'écran. Bon, c'est un truc qui est utile à l'heure des zooms à répétition. D'une manière générale, Marion, Maxime, je vais peut-être poser la question à Marion d'abord. Sur ces iPads, c'était surprenant d'avoir un iPad mini en USB-C Design Pro, mais j'ai l'impression que c'est pas non plus la plus grosse annonce de l'histoire, hein, ces 2 iPads. Non, c'est pas la plus grosse annonce de l'histoire, mais je pense que la mise à jour de l'iPad mini est bienvenue. Il se cale vraiment sur l'iPad Air, en fait. Hein. Enfin, moi, je voyais pas trop iPad Pro, puisqu'en effet, il n'y a pas le Face ID, mais plutôt iPad Air, qui a ce même système de Touch ID, qui fonctionne très bien. Et voilà, c'est un format qui est apprécié par... Il a le design des bords plats, enfin des bords plats, tu sais, l'iPad Air ou pas? Ah, d'accord, oui, je m'en souvenais plus. Il me semble... Attends, je regarde le mien. Oui, il a les... Oui, je suis quasiment sûr qu'il a le même design, ouais. D'accord, ok. Donc ils sont en train de transitionner toute la gamme, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est juste un alignement et une mise à jour bienvenue. Aussi, le petit gain sur la taille de l'écran, c'est très bien aussi pour l'iPad mini. Non, c'est un format qui est vraiment apprécié pour ceux qui ont des petits smartphones. Je trouve que ça marche bien. Ouais, on avait... Comme dit Marion, je pense. Ouais, c'est un très bon complément pour les personnes qui n'ont pas un iPhone, on va dire Pro Max, ou qui n'ont pas un format de tablette, qui n'ont pas un iPad Air ou un iPad Pro 11 pouces. Parce que c'est très bien pour lire dans le lit, ou c'est moins lourd à tenir, on va dire. Ouais, c'était un petit peu surprenant de les voir mettre à jour de manière aussi importante cet iPad mini, parce qu'ils ont continué à en sortir, mais c'était peut-être un petit peu moins leur priorité, il semblait. Mais effectivement, comme vous l'avez rappelé, ils ont agrandi l'écran, donc 8,3 pouces aujourd'hui, ce qui est... avant, c'était 7,9, je crois. Donc, c'est une bonne petite machine. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire dessus. On peut parler du coup de la Watch 7 qui n'a pas, elle, de design refondu, qui n'a pas été adopté ce design avec les bords plats. Mais par contre, la principale nouveauté, c'est vraiment un écran beaucoup plus large et on a un écran qui va quasiment de bord à bord et quand on la met en face des autres, c'est vrai que, enfin des anciens modèles, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir un écran qui occupe toute la largeur de la montre, là où celle d'avant, c'était quand même... la première, évidemment, avait un écran hyper réduit sur la surface de la montre, mais même le dernier redesign qui date d'il y a 3 ou 4 ans, quand on la compare à celle au modèle de cette année, on constate qu'il y avait un vrai bord entre l'écran, enfin une vraie bordure entre l'écran et le bord. Au-delà de ça, rien de vraiment incroyable. On a une recharge plus rapide, mais c'est le même processeur et c'est à peu près tout. Ils ont insisté aussi sur le fait que Apple Fitness était disponible au-delà des États-Unis, avec sans doute cet automne, on ne sait pas quand exactement. Ça sera dans certains pays avec des sous-titres. Je ne me souviens plus si en France ça sera traduit ou avec des sous-titres. Mais avec des sous-titres en France. Avec des sous-titres, oui.
donc ça sera vraiment c'est compliqué à doubler, hein, parce qu'ils font du nouveau contenu presque toutes les semaines. Et puis il y a tout type de contenu, hein. Apple Fitness, c'est évidemment l'entraînement physique, mais il y a aussi de la méditation, de la marche avec des histoires racontées par des personnes célèbres pour vous encourager à marcher, à faire des choses. Enfin bref, il y a tout plein de choses relatives à la forme. Et ils ont insisté quand ils présentaient l'Apple Watch, parce que c'est un petit peu associé, mais bien sûr, Apple Fitness marche au-delà de simplement l'Apple Watch. Maxime, est-ce que tu vas te mettre à taper sur le clavier qui est maintenant un clavier complet sur cette nouvelle Apple Watch? Bon, il est tout petit, mais c'est quand même un clavier complet. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau modèle? Non, clairement pas, parce que même s'il est un poil plus grand, le clavier, j'ai déjà essayé de taper j'ai déjà testé des claviers sur Apple Watch, c'est vraiment pas étudié pour. L'écran, il est trop petit. J'utilise constamment, moi, la dictée vocale, et je pense que c'est la meilleure façon de dicter un message ou d'écrire un message sur l'Apple Watch. Ouais. Après, concernant le design, on va dire que c'était un peu le grand fail, hein, de la communauté des tweeters cette année. Puisque tout le monde avait annoncé, même les plus fiables comme comment il s'appelle, Mark Gurman, Minchukuo avait annoncé des bords plats. Et pour le coup, c'est assez rare que tous se trompent de cette façon sur un redesign en tout cas. Clairement, c'était acté, hein, quasiment ce nouvel écran, et ça ne s'est pas du tout concrétisé. Enfin, pas, je dis ce nouvel écran, c'est ce nouveau design, et ça veut sans doute dire que le design sera le même dans les années à venir, parce qu'ils ont changé l'écran. Peut-être qu'ils changeront le design l'année prochaine. Ça paraît assez peu probable. Ceci dit, ce qu'ils prévoient, après s'être planté sur cette watch, on a peut-être des raisons de ne pas les croire, mais ce qu'il prévoit, c'est qu'il y aura par contre de nouveaux capteurs dans le prochain modèle, notamment un capteur de température, et il parlait de saturation la tension aussi, je crois. De tension, ouais. Enfin bref, il y a la saturation en oxygène, c'était l'an dernier. C'est ça. C'était l'an dernier, c'est exactement ce que j'ai dit. Je ne comprends pas pourquoi on pourrait penser autre chose que ça. Donc, effectivement... Après, juste un petit point pour la Watch, il y a eu quand même un changement de taille d'écran de 1 mm. C'est le designer qui s'arrête peut-être sur des détails, mais il y a eu un changement d'écran de 1 mm et du coup, comme tu le disais, l'écran lui-même qui va plus sur les bords et qui permet du coup de caler beaucoup plus de texte dans un seul écran. Et ça, mine de rien, en termes de confort pour l'utilisation au quotidien de l'Apple Watch, ça semble un petit détail, mais en fait, c'est le genre de choses qui impacte beaucoup le confort au quotidien. Non, mais tu as raison de le signaler. Quand je disais l'écran bord à bord, effectivement, j'ai pas mentionné qu'il était plus grand. Il y a 16 à 20%, je crois, de taille d'écran en plus. Et il l'illustre avec un message, un iMessage qui est affiché sur la montre. Alors, ils ont choisi des mots qui sont peut-être petits et donc qui donnent une différence impressionnante. Mais c'est vrai que sur l'ancien modèle, du coup, on a, on va dire 2 mots par ligne, 3 mots par ligne. Et sur le nouveau modèle, on peut lire le message en entier et c'est beaucoup plus lisible. Donc il est certain que c'est peut-être un petit peu moins négligeable que je le dis comme ça de manière un petit peu que je le dismiss un petit peu en disant ouais, il y a que un petit écran plus grand. C'est quand même pas rien non plus. Ça m'a quand même laissé un petit peu sur ma faim. Ouais, ça va pas changer la façon d'utiliser l'Apple Watch, mais ça va dire que ça va améliorer l'expérience d'utilisation au quotidien. Ouais. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et d'ailleurs, tu mentionnais le clavier et que tu en avais utilisé d'autres. Il y a un procès en cours. Enfin, le développeur d'une application dont on avait déjà parlé ici pour ses mésaventures avec Apple, une application qui s'appelle FlickType, qui s'est vu supprimer son application. Enfin. Annuler, fermer son compte développeur, ou en tout cas refuser son application parce que maintenant elle duplique une fonctionnalité de l'Apple Watch alors qu'il la développe depuis très longtemps, elle est disponible depuis très longtemps et il semblerait selon lui que Apple ait même essayé de la racheter. Et du coup, comme il a refusé, maintenant, son app a été bannie. Donc peut-être qu'on entendra les suites de cette histoire à terme. Bon, et puis on en vient au gros morceau qui est l'iPhone 13. Comme je le disais, il y a les 4 modèles, iPhone 13 et mini et iPhone 13 Pro et Pro Max. On a
notch, une encoche Face ID qui est plus petite de 20% environ pour les deux modèles d'appareils. On a un meilleur écran. Sur l'iPhone et l'iPhone mini, on a des caméras des appareils photo qui sont en diagonale plutôt que d'être l'un sous l'autre. Alors, on peut y aller de sa blague, ses annonces révolutionnaires, hein. Mais sur les appareils photo, on a sur l'un des appareils photo une stabilisation optique qui, là, pour le coup, change pas mal. L'année dernière, elle était disponible que sur l'iPhone 12 Pro Max. Et là, elle est sur tous les appareils, y compris les non-Pro. Ça, c'est vraiment quelque chose de notable. Et puis, il y a un nouveau mode en capture vidéo qui s'appelle le mode cinématique qui vous permet de changer le focus, la mise au point en fait en vidéo en cours de route, et ils permettent de faire des effets cinématiques. Ils ont fait tout un pataquès sur regardez, c'est comme dans les films au cinéma. Ils ont même fait un petit court-métrage où ils l'utilisent beaucoup. Bon, on peut en discuter, on parlera de la chose dans un moment. Et spécifiquement sur les iPhone 13 Pro et Pro Max, on va dire que la grosse nouveauté, c'est un écran ProMotion, ce qu'Apple appelle ProMotion, qui est un écran en haute fréquence de rafraîchissement, jusqu'à 120 Hz. Et il y a sur la caméra, sur l'appareil photo, téléphoto, un zoom x3 optique, contrairement à celui de l'année dernière qui était en x2. Toujours les 3 appareils photo, évidemment. Et l'ajout de la fonctionnalité de photo macro qui peut, avec l'appareil ultra-wide, qui peut aller jusqu'à des photos qui sont à 2 cm de l'objectif. Donc ça peut permettre de faire des photos intéressantes peut-être. Le night mode sur tous les objectifs. Toute une série d'updates photos qui sont peut-être pas forcément nécessaires à mentionner. Je vais juste dire... Allez, on parle du format ProRes qui va plaire aux vidéastes semi-pro. C'est un format qui est vraiment, comment dire, qui permet de conserver toutes les données en format vidéo qui est disponible désormais sur tous les appareils. En 4K, c'est uniquement sur les iPhone 13 Pro qui ont une capacité de stockage supérieure à celle de base. C'est-à-dire que si on n'a pas la capacité de stockage suffisante, on ne peut pas enregistrer au format ProRes en 4K. On est limité au 1080p. C'est vraiment une question de stockage. D'ailleurs, on a une option 1 Tera de stockage sur ces appareils, ce qui sur un téléphone semble un petit peu incroyable. Et puis, 2 choses que je voulais noter avant de vous redonner la parole. On a d'une part le fait qu'ils ont présenté le photographic style cinématique mode vidéo non, c'était les styles photographiques en temps réel sur l'iPhone 13 Pro. Peu importe de ce dont il s'agit, mais ils l'ont présenté sur l'iPhone 13 Pro et ils ont dit ensuite... c'est également disponible sur l'iPhone 13. Et c'est vraiment une pirouette de communication, à mon sens, parce que ça permet de montrer à son avantage la gamme de produits Pro, alors qu'en fait, cette fonctionnalité est disponible partout. Je me souviens qu'il l'avait fait en juin également pour une autre fonctionnalité qui était disponible, je sais plus, c'était sur un autre type d'appareil. Il l'avait présenté sur iPhone et elle était également disponible sur macOS ou un truc du genre. Et non, c'était disponible sur iOS alors qu'il l'avait présenté sur iPadOS comme une fonctionnalité hyper importante d'iPadOS, un truc de ce genre-là. Bref, c'est un petit peu une pirouette, j'ai trouvé, ça m'a un petit peu énervé. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils ont été relativement discrets sur le nouveau processeur. Ils ont comparé les performances du nouveau processeur à la concurrence, au lieu de les comparer aux processeurs de la génération précédente. Et du coup, comme il y a le même processeur dans l'iPad mini, là, ils l'ont comparé dans l'iPad mini à la génération précédente d'iPad mini, ce qui fait que c'était un processeur qui avait, lui, 2 ou 3 générations de différence. Et du coup, ils n'ont jamais directement comparé le processeur de l'iPhone 13 au processeur de l'iPhone 12.
et pour moi, ça semblerait potentiellement cacher quelque chose. Selon certaines analyses, c'est pour cacher des gains en performance relativement mineurs, voire nuls. Alors, on a les premières performances que je dise pas de bêtises, c'est les premières performances les premiers benchmarks rapporté par Mark Rumor sur Geekbench, qui montre qu'il y a effectivement un gain de performance, contrairement à ce qu'on pouvait penser au départ, mais qu'il est plus modeste que les années précédentes. Bon, ceci dit, il faut quand même noter que les processeurs Apple restent des processeurs hyper performants et c'est pas une année un petit peu moins, on va dire, avec une amélioration un petit peu moins notable qui va changer ces performances impressionnantes. C'est notable tout de même parce que, comme certains l'ont dit, ça pourrait potentiellement être dû à une fuite de cerveau chez les ingénieurs en microprocesseurs d'Apple qui sont allés chez la concurrence ou qui sont allés fonder leur propre start-up et du coup le gain en performance chez Apple pourrait marquer le pas 1 an. Bon, après on verra ce que ça donne quand tout le monde les aura entre les mains. Quoi qu'il en soit, il faut être honnête, je pense que 0,1% de la population qui utilise des iPhones utilise les performances de leurs processeurs tout court, donc ça changera vraiment rien pour on va dire la totalité des utilisateurs, on peut dire. Bon, j'ai fait une longue description sur ces iPhones. Forcément, Maxime, toi, t'es méga emballé par les iPhone 13. Alors, pour moi, c'est pas, j'ai 2 points, c'est pas une grosse mise à jour pour, on va dire, l'utilisateur lambda, mais pour tous ceux qui utilisent, on va dire, leur iPhone, enfin les capacités photo et vidéo de leur iPhone pour le domaine professionnel, je pense que c'est une mise à jour intéressante, en particulier pour les modèles pro, qui a beaucoup plus de nouveautés intéressantes sur ce plan-là que sur à part le ProRes, la gamme vraiment, iPhone tu 13. trouves que... À part le ProRes, il y a des choses à noter sur les iPhone Pro ? Le ProRes, au niveau des capacités photo, parce qu'il y a j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ça laisse, les nouveaux capteurs laissent entrer plus de lumière que précédemment, donc on va avoir des meilleures photos en situation de basse luminosité. Il va y avoir par exemple, les styles photographiques. Je pense que ça va aider tous ceux qui publient régulièrement des photos sur les réseaux sociaux pour leur profession. Ça va leur permettre d'économiser du temps au niveau des edits avant de publier la photo. Et après, au niveau photo, au niveau vidéo, va falloir voir ce que ça donne, ce mode, on va dire, portrait, mais pour la vidéo, quoi. Ouais. D'ailleurs, à noter que pour ce mode portrait, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que le mode portrait pourrait être édité en post. En fait, une fois que la vidéo a été shootée, d'après ce qu'Apple a dit, on pourra modifier la mise au point et l'intensité de l'effet de profondeur après coup dans l'application photo. C'est comme sur la photo, on a sur la vidéo en fait un effet bokeh qui est numérique, qui est fait par le processeur après la capture ou pendant la capture. Et du coup, effectivement, on peut choisir ce à quoi on va l'appliquer dans l'image après coup. Mais aussi, on peut se poser des questions sur la qualité du filtre. Parce que, mine de rien, en photo, ça peut parfois, sur certains éléments, si vous avez un espace entre les lunettes ou des cheveux un petit peu foufou, l'effet n'est pas incroyable. Alors évidemment, dans leur démo, c'était absolument parfait. Mais c'est vrai qu'il faudra voir ce que ça donne dans la pratique. Bon, comme toujours, leurs photos à eux sont sublimes, y compris la macro, mine de rien, qui est un truc qui, moi, m'a toujours un petit peu intrigué. Donc... La macro, ça m'a intéressé. Et à un moment, j'ai voulu acheter un objectif macro. Je me suis dit, tiens, peut-être l'année prochaine, je vais aller en acheter un. Et finalement, quand j'ai vu débarquer qu'ils ont intégré ça dans l'iPhone, j'étais assez réjoui. Marion ? Et le fait que... Vas-y, Marion. Est-ce que toi, tu es séduite par l'iPhone 13 ? Absolument pas, moi. Tant qu'il n'y a pas de port USB-C, je boycotte l'achat de nouvel iPhone. Mais bon, c'est un petit peu hypocrite vu que de toute façon, je me fais prêter par Nowtech puisque comme je filme souvent Jérôme, j'ai besoin d'avoir des meilleures caméras. Donc voilà, moi je boude à cause du port de connexion évidemment. Maintenant, ça me fait un petit peu rire là, ce mode portrait en vidéo.
Quand on voit le film, ils ont parfaitement calculé que c'était très dynamique, donc on peut pas s'attarder sur aucun des plans pour voir les erreurs. On voit bien que chacun a les cheveux très, très bien attachés, sans cheveux volants, Ouais. et cetera. Il y a pas de vent, il y a rien qui bouge. Je peux vous dire que, j'ai une forte, certitude quand même que le mode portrait en vidéo cette année n'est pas à utiliser du tout et que peut-être, avec les itérations, l'année suivante, ça s'améliorera, comme ce qui s'est passé d'ailleurs avec le mode, portrait en photo, hein. Rappelez-vous, la première version, c'était assez évident on voyait vraiment les défauts. Je pense que cette année, ça va être le même coup côté vidéo, mais c'est l'évolution logique et voilà. C'est Ouais. assez fun, quoi. Mais c'est clair que la petite vidéo démo, elle est parfaitement calibrée pour pas voir les défauts, quoi. C'est clair. Euh, bon, je pense que ça reste quand même un truc sympathique hein, pour les utilisateurs d'iPhone qui sont pas des pros, tu vois, pour quand tu veux faire ton petit effet sympa, c'est un truc Bah, cool pour tes vidéos de famille, de vacances. C'est pas un truc oui que et les non, pros parce vont... qu'en franchement, oui et non, parce que en fait, tu vas voir qu'en conditions normales, c'est-à-dire les cheveux détachés, à Hmm. l'extérieur et cetera et quand tu as pas un montage aussi dynamique que l'on a dans leur démo, en fait, ça fonctionnera pas du tout. Donc Ouais. honnêtement, franchement, je pense que cette année, ça vaut absolument pas le coup. Le mode portrait en vidéo, c'est même pas la peine d'acheter si vous êtes intéressé par la nouvelle génération, juste pour ça. Il faudra Hmm. attendre la génération suivante. Mais voilà, ça va évoluer. Moi, je suis contente de la batterie plus grosse sur l'iPhone mini, hein, évidemment, parce que moi je reste sur la taille d'iPhone mini, donc je suis contente. Mais mis à part ça, honnêtement, voilà, je vais prendre les améliorations. Je suis plus excitée par iOS 15, Hmm. honnêtement, que par le hardware cette année. Il y a effectivement 1 heure et demie à 2 heures et demie de gain en temps de batterie, ce qui est évidemment quand même notable, surtout qu'il y avait déjà eu des gains l'année précédente. Et pour En revenir plus sur intéressant la... pour le mini, comme disait Marion. Ouais. Ouais. Et comme tu le faisais remarquer avec la vidéo, le mode cinématique, je peux tout à fait imaginer le focus qui change 14 fois dans la seconde parce que tu as les cheveux qui passent devant. Bon, il est possible que ça soit un peu aléatoire au départ. Euh, ouais, moi je pense également... je, si j'ai envie d'être un tout petit peu taquin, je souscris à la théorie qu'ont émis certains que cet iPhone, en fait, c'est un petit peu un iPhone 12S. Et c'est une théorie qui est pas si bête que ça parce que moi je m'en suis pas aperçu en regardant la vidéo, la conférence, mais c'est vrai qu'on n'a plus la nomenclature S depuis plusieurs appareils. On a eu l'iPhone 8 et 10 et puis l'iPhone 11, l'iPhone 12 et maintenant l'iPhone 13. Et clairement, je pense que s'ils utilisaient encore la nomenclature S, qu'ils ont, il me semble, délaissé parce que c'est plus dans l'air du temps, on n'a plus de toute façon des cycles de majorité de gens qui changent leur téléphone tous les 2 ans peut-être, et je crois que celui-là aurait pu être un iPhone 12S, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Je crois que personne aujourd'hui n'a vraiment besoin de changer de téléphone tous les ans, voire tous les 2 ans, donc c'est un petit peu trompeur de comparer cet appareil à celui de l'année dernière. Ce qu'il faut vraiment noter, c'est comparer ces appareils-là à des appareils qui sont sortis il y a 3 ans, peut-être même plus, pour des gens qui seraient en situation de les changer. Et évidemment, à ce moment-là, c'est une grosse mise à jour. Mais voilà, je voulais mentionner cette histoire d'iPhone 12S parce qu'au départ, ça m'a fait rire. Et puis ensuite, je me suis dit, ah, mais en fait, oui, peut-être, hein, c'est possible que ça soit comme ça, que ça marche, en fait, derrière chez Apple. Ouais, je pense que c'est pas déconnant, en effet, cette théorie de l'année 12S. Et ça rejoint aussi voilà, le temps de développement de nouveaux concepts dont tu avais discuté avec Arthur Kenzo lors de ton podcast, Oui, un où épisode voilà, spécial on se qu'on rend a fait compte. cet été. Ouais, exactement. Et il était hyper intéressant. Et c'est là où on se rend compte que, tu vois, le développement, la phase de conception et ensuite le développement et ensuite la mise en production prend quand même beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Mm. Ah écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour cet event iPhone, hein. À Apple, on n'a pas forcément besoin de passer beaucoup plus de temps dessus. Moi, je reste sur mon idée que Fitness Plus, c'est l'annonce la plus intéressante de tout ça. Mais bon, j'ai aussi un iPhone de l'année dernière. Tu vas le tester?
Je pense, oui. Alors, le tester, m'abonner. Après, je ne sais pas si je vais effectivement... Mais tu sais, en fait, je vais m'abonner et comme ça, j'aurai le sentiment de perdre du poids parce que c'est mon argent qui va quitter mon portefeuille, tu vois. Et, C'est comme les inscriptions aux salles de sport. Hein. Exactement, peu, ouais. c'est ça. Non, mais Mais oui, tu vas pouvoir comparer Down Dog et les classes, enfin les leçons sur Fitness Plus. Tout à fait, oui, parce que comme je le dis de temps en temps, j'utilise une app de fitness de yoga qui s'appelle Down Dog et que j'aime beaucoup. Et il y a notamment des choses qui s'approchent du yoga dans l'application, dans le service Fitness Plus. Donc, je crois qu'il pourrait y avoir des choses intéressantes et ça pose en plus des questions sur l'hégémonie d'Apple qui remplace des services qui sont fournis par des apps par leur propre service. Bon, c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste, mais oui, moi, je compte le tester, effectivement. Je compte le tester. Ouais, mais moi aussi. Et tu vois, quand tu parlais de monopole, je suis passée à Apple Music. Donc là, je suis en transition, là, tu vois. Tu sais, c'est avec Fitness Plus, ça rend l'abonnement général d'Apple intéressant. Parce que si tu n'as pas Fitness Plus, l'abonnement à tous les services d'Apple qui s'appellent comment ? Apple Plus, Apple One, je sais plus. Apple One, je crois. C'est ça ? Quelque chose comme ça. Eh ben, si tu n'as pas Fitness Plus, c'est pas hyper intéressant. Mais là, tout à coup, la galaxie des services Apple devient un petit peu plus complète. Et donc, je crois ça que pour pose nous aussi aussi, c'est... Ouais, je crois que pour nous, c'est assez intéressant parce que je crois qu'on paye 19,99 € pour que Jérôme et moi, on bénéficie tous les deux d'Apple Music, Apple le Cloud aussi, et Apple TV+, quoi. Alors, quand donc tu c'est es quand même, quand tu es en abonnement famille, effectivement, c'est plus intéressant. Ma femme est réfractaire et reste sur Spotify. Donc, elle a raison. C'est un cauchemar. L'abonnement famille, c'est un cauchemar. Je déteste. On peut pas choisir un mode de paiement différent en fonction de chacun. Donc, tu vois, on n'a pas une... Enfin, c'est un vrai problème. Bah, tu es prise en otage par Jérôme, on a bien compris. Écoute, du coup, Maxime, j'espère que tu seras aussi en train de suer sur Apple Fitness Plus, comme ça on pourra comparer nos notes tous les trois lors de notre prochain épisode. Moi, c'est pas prévu parce que je pense que j'ai déjà des habitudes, on va dire, de sport et j'ai pas besoin d'être motivé. Peut-être que j'essaierai, mais par curiosité, pas vraiment pour. Je comprends. Ouais, voilà. Une petite question, Patrick, juste avant de changer de sujet. Est-ce qu'on a précisé, j'ai peut-être déconnecté à ce moment-là quand tu parlais de toutes les nouveautés des iPhone 13, est-ce qu'on a parlé quand même du changement du taux de rafraîchissement de l'écran pour les pros ? Je l'ai mentionné rapidement, oui, mais effectivement, on a le ProMotion qui adapte le taux de rafraîchissement de 10 à 120 Hz, donc 10 à 120 images secondes, 10 quand l'image est fixe ou quasiment immobile, et 120 quand on est en grand mouvement. Toi, c'est un truc tu l'as déjà sur l'iPad et ça te manquait, c'est ça ? Non, je ne vais pas dire que ça me manquait, mais je trouve que c'est intéressant. C'est encore une fois pour avoir plus de fluidité dans les animations, dans les transitions, etc. Et donc, ils optimisent de manière intelligente justement le taux de rafraîchissement. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu chez les Android. Voilà, encore une fois, Apple n'est pas le premier à faire, loin de là. Mais je trouve ça intéressant. Et du coup, on peut se dire que peut-être cette année, c'est que sur les pros et que l'année suivante, ça sera sur tous. On verra. Souvent, ça arrive, ce genre de choses où ils commencent avec la gamme des pros et ensuite, ils le mettent sur toute la série. C'est possible. Moi, je pense que le ProMotion, c'est plus intéressant. Enfin, je l'ai sur l'iPad depuis un petit moment, mais c'est plus intéressant sur l'iPhone pour améliorer l'expérience d'utilisation, on a beaucoup plus tendance à scroller des pages ou à lire, par exemple, en lisant des articles. Ouais. Donc, avoir des animations plus fluides sur l'iPhone, ça sera plus agréable que sur l'iPad où on a moins de scrolling à faire en fait. Ouais, ça dépend de l'usage qu'on a, mais je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, de mon usage sur l'iPhone comparé à l'iPad, je pense que je verrai plus de différence et plus de fluidité sur l'iPhone, mais à voir. Il y a beaucoup de gens qui l'attendaient, ce 120 Hz, et maintenant, il est sur iPhone également. Je le vois bien rester en fonctionnalité pro pendant quelques années quand même, mais bon, on verra l'année prochaine. Non, ne dis pas ça, Patrick. Ton iPhone mini souffre déjà, parce qu'il n'aura peut-être pas le 120 Hz. Non, mais il est très bien l'iPhone mini.
Merci pour ces détails. Je voudrais vous poser une question à vous qui écoutez cet épisode. Et cette question, c'est: est-ce que vous avez 1 € dans la poche ? Bon, peut-être que 1 € dans la poche, c'est un petit peu moins le cas maintenant qu'on paye tous numériquement. Mais est-ce que si vous aviez 1 € dans la poche, vous penseriez que cette émission le vaut, cet euro ? Eh bien, si c'est le cas, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et soutenir l'émission à hauteur de, par exemple, 1 €. Et 1 €, ça vous donne plein de bonus super cool, comme par exemple le fait de ne pas avoir de pub dans l'émission, ne pas avoir ce petit laïus là, que je vous fais maintenant, parce que vous avez le flux privé qui supprime toutes les pubs. Vous avez aussi les timecodes, vous avez les contenus bonus où je vous raconte parfois ma vie de créateur, parfois des petites analyses sur des sujets intéressants. Et surtout, ce que vous faites, c'est que vous soutenez la création de contenus indépendants qui n'existent pas forcément dans les médias traditionnels. Et évidemment, vous pouvez écouter l'émission sans la soutenir financièrement. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Mais si vous l'appréciez, et surtout si vous en avez les moyens, j'apprécierais votre soutien, parce que c'est vraiment le moyen principal de vie de l'émission, de la société qui est derrière, et la société qui est derrière, c'est moi. Donc je suis pas du tout contre l'idée de financer mon émission, de la faire vivre, et le moyen principal de la faire vivre, alors il y a la pub d'une part bien sûr, mais il y a aussi le soutien de ses auditeurs. C'est un système qui était très original à l'époque, qui est peut-être un petit peu moins original aujourd'hui, mais qui est toujours aussi efficace et qui est un petit peu différent de ce qu'on trouve dans les médias traditionnels. Donc je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/rdvtech, et merci à tous ceux et toutes celles qui le font déjà. Alors, on va continuer chez Apple, mais avec un sujet très différent. On va parler de l'application Smart Voting en Russie. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit, cette histoire de Smart Voting, ou pas du tout, Marion, ou est-ce que je vous fais un petit résumé ? Moi, j'ai pas suivi, donc vas-y pour le résumé. Marion, je sais pas, vas-y. Ah ouais, je l'ai découvert avec les articles, donc je pense que c'est bien de le résumer, ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que en Russie, le gouvernement a demandé à Apple et Google, ainsi qu'à Telegram, je vais vous expliquer pourquoi après, de supprimer une application qui s'appelle Smart Voting. Cette application, c'est une application qui est dans le mouvement d'une idée d'Alexeï Navalny, qui est on va dire, le dernier grand opposant crédible au régime de Vladimir Poutine. Et c'est une application qui est très maligne, qui faisait un tort énorme, qui faisait un tort significatif au Kremlin, parce que dans les élections législatives notamment, il recommandait le vote pour le candidat dans la région qui vous concernait, le candidat qui avait des chances de gagner contre le représentant du parti de Poutine, du parti du Kremlin. Et quel que soit le parti de la personne en question, il vous disait allez voter pour cette personne si vous voulez affecter le pouvoir. Sachant que bien sûr en Russie depuis un certain temps, le gouvernement de Poutine prend des airs de plus en plus totalitaires. Et donc c'était une initiative qui était vraiment problématique pour le Kremlin. Et il y a 2 semaines, ou 1 ou 2 semaines, le gouvernement russe a exigé d'Apple et de Google qu'ils suppriment cette application, et ils ont également exigé de Telegram qu'ils suppriment le bot qui fournissait le même service en fait, qui par chat renvoyait le nom du représentant qui pourrait gagner contre le Kremlin dans votre zone de vote. Et après quelques jours ou quelques semaines d'hésitation, on va dire quelques jours, Apple et Google ont fini par céder et ont supprimé l'application au moment où, en fait, le gouvernement a commencé à menacer les employés d'Apple et Google en Russie.
Donc, ils ont résisté un petit peu, mais ils ont fini par le faire. Et surtout, les élections ont eu lieu ce week-end. Et donc, au premier jour des élections, l'application n'était plus disponible. Et en plus de ça, le bot Telegram a été supprimé également. Alors, Telegram, qui défend sur le papier, on va dire, la liberté de parole, a un petit peu rejeté la faute sur Apple et Google en disant ce sont des règles qui sont édictées par les deux grandes plateformes et donc c'est un problème qui est ce duopole. Et il nous avait demandé depuis un moment d'agir pour supprimer ces contenus, et donc à un moment on n'a pas le choix. Donc à la limite, mettons Telegram de côté un instant. Apple et Google ont fait le choix de supprimer cette application, donc de plier face au Kremlin. C'est particulièrement notable parce qu'on se souvient qu'au moment de la controverse sur le système de scan de photos pour combattre la pédopornographie chez Apple, ce système qui a été retardé il y a quelques semaines, Apple disait on ne pourrait pas utiliser ce système pour repérer autre chose que de la pédopornographie. Enfin, on pourrait en théorie parce que le système pourrait fonctionner, mais on ne le ferait pas parce qu'on estime que c'est pas juste et on ne céderait pas aux demandes d'un régime totalitaire. Sauf que, on l'avait signalé à ce moment, en Chine, ils accèdent aux demandes du régime tout le temps, et là, ils viennent de le refaire en Russie. Donc c'est vraiment quelque chose de... Non, je sais pas, je vous laisse commenter. Je crois que ça se commente de soi-même, mais je suis... Ouais, c'est ça, ça se commente quand même de soi-même. Comme tu l'as dit, c'est quand même une situation très très compliquée et des deux côtés, enfin de tous les côtés, parce qu'en fait il n'y en a pas que deux, mais du côté d'Apple et Google qui ont évidemment pas envie de se poser en, en, déf- en- dans les compagnies qui définisseraient, oula, j'arrive plus à parler, Qui qui définirait? feraient la définition, oui, qui définirait, merci, qu'est-ce que représente un gouvernement, comment il doit fonctionner et quelles sont les lois qui sont appliquées ou les règles qui sont appliquées dans chaque pays. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas envie de prendre ce rôle-là. Et de toute façon, on a vu que ça posait des problèmes parce que les valeurs sont différentes en fonction de où est-ce qu'on est dans le monde. Et du coup, ils vont accéder à des demandes qui ailleurs, par exemple en Europe, en Europe, on va prendre cet exemple-là, qui paraissent complètement aberrantes et qui vont limiter la liberté qu'on a vu déjà précédemment à Hong Kong ou en tout cas en Chine. Voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est pas la première fois et du coup, ça amène à se poser des questions et ça, peu à peu, ça diminue la confiance qu'on peut avoir aussi en Apple. Alors Google, c'est une chose parce qu'ils ont déjà un problème de confiance à la base, donc ça ne va pas arranger leur business, mais du côté d'Apple, ça entame la confiance que les utilisateurs peuvent avoir dans la société. Ça, c'est aussi problématique parce qu'en fait, autant c'est difficile de construire une confiance, autant c'est facile de la perdre. Ouais. Et d'autant plus compliqué pour la récupérer après, a posteriori. Donc voilà, j'ai pas d'avis particulier. Je te dis, enfin, j'ai la même réaction que toi, c'est-à-dire que j'ai un peu on se sent un peu impuissant par rapport à ce genre d'éléments. La seule voie que je verrais, c'est qu'en fait, ce genre de bot ou d'application se multiplie sur toutes les plateformes, tous les outils, pour qu'en fait ça revienne à un whack-a-mole, c'est-à-dire ça pullule un peu partout et ça devienne trop compliqué pour le gouvernement russe de réussir à enlever ces bots, ces applications, et donc en fait ils échouent. Mais en fait c'est un coût de développement du côté de ces personnes-là qui développent ces systèmes qui est évidemment énorme, et aujourd'hui on a quand même ce système de monopole. C'est là où je comprends le point de vue du fondateur de Telegram quand il dit c'est un problème ce monopole, ce duopole avec Google et Apple. En effet, quand il y en a trop qui pullulent, après ça devient trop compliqué de les limiter, mais voilà, il n'y a pas vraiment de solution aujourd'hui toute donnée. Disons que moi, là... je pense que Vas-y, Maxime. c'est évidemment, c'est pas une bonne solution ce qu'ils ont fait, mais après, ça m'étonne pas trop parce que c'est pas la première fois qu'Apple cède à la Russie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont déjà accepté d'avoir des applications russes préinstallées sur les iPhones. Oui, même plus, ils ont leur serveur pour leurs clients russes. Les serveurs sont en Russie, donc potentiellement sous contrôle du Kremlin. Oui, ils cèdent tout le temps, oui. Mais
En fait, Mais ils ont cédé en France aussi, hein, avec le RGPD dans ce cas-là. Hein. mais il y a deux choses, je pense, à noter. D'une part, ce que tu disais, s'il y a plein d'applications, ça devient difficile à supprimer. En Russie, ces dernières années, le gouvernement a fait tellement de modifications sur la réglementation des services Internet dans le pays qu'ils ont vraiment un contrôle qui n'est pas total, mais qui est presque total sur ce qui se passe dans le pays, même sur Internet. Ouais. On n'est pas loin, on n'est pas en Chine, mais bon, on n'en est pas loin. L'autre chose, c'est que vous savez à quel point j'aime me faire l'avocat du diable, et en théorie, je pourrais tout à fait lancer mon jingle et faire c'est l'avocat du diable et défendre la décision d'Apple. Parce que comme vous le dites, quand on est dans un pays, on peut suivre les lois, il faut suivre les lois de ce pays, parce que si on décide, moi je vais suivre les lois de tel pays et pas de tel pays, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Si on décide, moi j'ai le droit de suivre les lois en Russie, aux États-Unis, mais pas en Russie, on s'inscrit encore plus en une sorte de, d'autorité morale, encore plus qu'ils ne le sont déjà. Exactement, et je pense que c'est ça le cœur du problème. Est-ce qu'on veut que deux sociétés privées de la taille d'Apple et de Google en viennent à définir les lois qui régissent plusieurs pays, enfin des centaines de pays. On pourrait dire que ça se passe déjà plus ou moins sur les réseaux sociaux avec ce qui est supprimé ou pas supprimé, mais c'est une autre conversation beaucoup plus large. Mais là où je voulais en venir avec Apple, c'est qu'ils sont vraiment mis dans une position impossible parce que personne leur a demandé. La solution qu'ils pourraient avoir, c'est de ne plus travailler en Russie. Ça serait possible. Google n'est pas en Chine. Peut-être que c'est une décision qu'ils ont prise il y a longtemps et qu'ils regrettent aujourd'hui, mais ils ne sont pas en Chine pour des raisons idéologiques à la base. Ils pourraient tout à fait dire maintenant on sera plus en Russie non plus. Apple pourrait dire la même chose, mais le vrai problème là, c'est qu'Apple, j'en reviens à cette histoire de scan de photos pour contenu pédopornographique, ils ont dit noir sur blanc clairement, on n'accédera pas aux demandes des gouvernements qui nous paraissent injustes. Donc tu peux pas avoir ton gâteau et le manger aussi, comme on dit dans cette expression anglaise que je ne traduirai pas en français, dans son équivalent français. Tu peux pas. Là, ils disent nous sur le truc, vous pouvez nous faire confiance avec ces histoires de scan de photos. Si on nous demande de scanner des photos, si par exemple la Chine ou la Russie nous demandent de scanner des photos de contenus qui pourraient être présents sur des téléphones de personnes homosexuelles, on le fera pas parce que c'est pas acceptable pour nous. Vous le dites, ok, et ils nous disent faites-nous confiance. Et là, quand la Chine ou la Russie disent vous devez supprimer le contenu, ils disent ah oui pardon, on suit les lois du pays. Tu peux pas faire les deux en même temps. Donc c'est vraiment là le problème. En fait, je suis d'accord avec. Ouais, je suis d'accord avec toi, Patrick, mais juste peut-être un point, et c'est pas pour leur trouver des excuses, hein, mais peut-être là où il y a une différence, c'est que d'une part, il y a les règles qui sont appliquées sur l'App Store, et d'autre part, c'est modifier le produit que tu vends pour t'adapter aux règles des différents pays, etc. Ce qui est ici toucherait du coup l'identification des photos, etc. Je pense que ça, c'est intrinsèquement modifier carrément le produit qu'ils vendent. Et là, pour l'instant, ils ne veulent pas, ils n'ont pas encore, en tout cas, franchi la ligne. Toi, Ah non, pas du tout. Soit tu suis les lois, soit tu suis pas les lois. Si non, ça veut pas dire que je suis, ça veut pas dire que je suis pas d'accord avec toi, hein, Patrick. C'est juste j'ai bien compris. Si on veut trouver des différences, on peut trouver des différences, quoi. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Moi, je pense pas que ça soit différent. Soit tu dis, je suis les lois du pays, donc je suis obligé de m'y conformer. Soit tu dis, non, de temps en temps, je décide de ne pas les suivre. Parce que si demain, Vladimir Poutine rentre dans le bureau du représentant, du président de Apple Russie, et qu'il met un stack de photos identifiées et qu'il dit maintenant je veux savoir si elles sont archivées sur iCloud, sur iPhoto. Maintenant c'est la loi. Si vous avez ces photos sur votre réseau, en plus les serveurs sont en Russie, si vous avez ces photos sur votre serveur, je veux le savoir. Et ça sera la loi. Et ils ont déjà modifié bien plus que leur service. Comme tu le disais, ils ont installé les applications russes par défaut sur les téléphones. Ils ont bougé les serveurs en Russie. Enfin, tu vois, c'est pas tout à coup sur ce truc-là, on comprendrait qu'ils disent non, ça on peut pas le faire parce que vous nous demandez de mettre du code différent dans notre téléphone. La différence est trop petite pour moi pour qu'on dise oui, mais là c'est pas la même chose, quoi. Bon.
Écoute, on laissera les auditeurs se faire leur avis. Mais clairement, pour moi, c'est un problème. Bon, Microsoft a un event ce mercredi et on va sans doute avoir des annonces de Surface, de Microsoft Surface, avec alors les surfaces qui sont censées être annoncées. Je vais vous faire une liste. Il y a le laptop 4, le Pro X, le Pro 8 et il y en a une autre, la Go 3. Voilà, c'est ça qu'il devrait annoncer. Et pour la Surface Pro 8, il y aurait un écran 120 Hz de 13 pouces et une interface avec 2 ports Thunderbolt et un SSD remplaçable. En gros, c'est une mise à jour de la Surface Pro. Bon, j'ai l'impression que vous êtes des grands fans d'Apple, donc les Surfaces, ça vous intéresse pas. Hein. Vous allez totalement passer à côté. Parce qu'on je pense qu'on est tous les deux dans l'écosystème Apple et comme les appareils fonctionnent bien entre eux, dès que tu en retires un, après ça fonctionne beaucoup moins bien. Ouais. Et oui, donc je regarderai quand même l'event et parce que il faut avouer que ces matériels-là sont quand même d'un niveau assez élevé et c'était des grosses un gros changement chez Microsoft à l'époque. Et là, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec les nouveaux appareils. Ça commence à devenir assez affiné. Et je me demande si le Surface Book va enfin perdre son petit espace quand on le referme ou pas. Bon, on verra ça mercredi. Je signale en tout cas, Cassim dit que la vraie nouveauté sera la Surface Book, le nouveau design. Donc, potentiellement, il y aura des bonnes surprises de ce côté-là. On se retrouve. C'est ce que je disais à l'instant. Si le Surface Book va perdre son petit espace, et donc Cassim nous confirme qu'il y aurait sans doute un nouveau design. Donc à voir. Microsoft a aussi ouvert à tous la possibilité de supprimer les mots de passe sur leur compte. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne ça, Marion? Si je te dis demain, tu peux te connecter à ton compte Microsoft sans mot de passe, tu paniques ou tu es contente? Je ne ferai pas confiance à Microsoft. Mais tu leur fais confiance avec le mot de passe et tu dis s'il n'y a pas de mot de passe, non, c'est pas pour moi. En fait, c'est très simple. Hein. La manière dont ça fonctionne, c'est que vous pouvez ajouter un moyen de connexion. Vous savez, les authentifications double facteur avec un authenticateur qui vous donne un code temporaire pour vous connecter à votre compte. Et bien là, vous n'utilisez que ça et plus le mot de passe. Donc vous associez l'authenticateur à votre compte et puis vous supprimez votre mot de passe. Donc au lieu de vous demander votre mot de passe, il vous demandera le code temporaire. Ça me va bien. J'utilise déjà la double authentification avec mon compte Microsoft, donc ça m'irait bien. Ah, donc tout à coup, maintenant, c'est bon, tu veux bien supprimer ton mot de passe. Je veux bien. Ok, très bien. Ça a des désavantages et des avantages tout de même. Quand on supprime le mot de passe, ça veut dire que on n'a plus de mot de passe à retenir. Vous savez, des mots de passe qui sont complexes, donc il faut soit les noter sur un post-it, soit utiliser un gestionnaire de mots de passe, soit utiliser le même partout. Donc c'est un vrai problème de sécurité informatique, les mots de passe. Et le souci, bien sûr, c'est que on a notre accès à notre compte qui est associé à un appareil, généralement une app ou un appareil. Et du coup, si on le perd, s'il a un souci, si on l'a pas avec nous, on peut pas se connecter à notre compte. Donc ça, c'est un petit peu un problème. Mais l'un dans l'autre, c'est quand même beaucoup plus sécurisé quand on n'a pas de mot de passe. Et puis il y a des moyens pour, on va dire, mitiger les risques, comme par exemple des authentificateurs qui sont un peu moins sécurisés parce qu'ils sont disponibles avec le même compte de l'authentificateur sur plusieurs appareils. Donc on en a toujours un à portée de main a priori. On peut l'installer sur son téléphone, sa tablette, l'appareil, l'ordinateur. Alors c'est moins sécurisé parce qu'on a l'authentificateur à plusieurs endroits, mais c'est quand même mieux que d'avoir des mots de passe a priori. Mais c'est peut-être le début d'une tendance plus générale. C'est la perte du mot de passe, c'est un truc que cherchent beaucoup de services et peut-être que d'autres vont suivre la voie de Microsoft. J'espère. Je suis d'accord
d'accord avec toi, vraiment les mots de passe, c'est la plaie du 21e siècle. Tu es obligé d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Le jour, je ne sais pas comment tu fais sans, quoi. Enfin, Ah bah Ouais. oui, aujourd'hui de toute façon tu en as un, c'est vrai. On en a un de toute façon de gestionnaire de mots de passe. Mais je dirais même que il faudrait avoir une authentification double facteur quoi qu'il arrive. Donc j'espère que sur votre compte Microsoft et votre compte Google et votre compte Apple, vous avez l'authentification double facteur activée de toute façon. Donc finalement, le problème existe quoi qu'il arrive. Le fait de supprimer le mot de passe, ça n'est que un gain dans cette configuration. On a déjà l'authentification double facteur, je pense. Bon, après, il y a peut-être. des clés d'authentification physique, mais j'ai jamais utilisé et j'ai pas très confiance en fait. J'ai peur de la perdre ou quoi que ce soit. Ça, c'est le problème, ouais. Ça, c'est le problème. Mais bon, il y a des moyens d'avoir un compte de secours, une connexion de secours, mais du coup, ça aussi, c'est moins sécurisé. Ah, bon, si vous voulez retenir une chose, c'est que sans mot de passe, c'est plus sécurisé qu'avec. On va dire ça comme ça. Allez, quelques petites news rapides. Marion, ça va? Tu m'as dit que tu étais un petit peu pressé. Est-ce que tu restes encore avec nous ou Ouais, tu dois filer? j'ai encore 2 minutes. Je file à 12h50. Si tu veux, je file maintenant pour pas Ah vous bah, interrompre. oui, 2 minutes, on va te laisser partir du coup. Ok, ben, merci beaucoup pour cette super émission et les super annonces d'Apple. Content d'avoir débriefé ça avec vous deux. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée et salut à la communauté. Ciao De même, Marion, Marion, Isaiah au revoir. Design Ciao. sur Twitter. On mettra dans les notes de l'émission comme toujours. Merci. Bye bye. Ciao. Et donc, on va finir assez rapidement avec d'abord des chiffres sur l'utilisation de l'App Store qui sont issus du procès Epic contre Apple et des chiffres un petit peu surprenants, même si c'est des choses dont on se doutait un petit peu. Attendez, vous savez quoi? Je vais sortir mon super compte RDV Tech sur Twitter, où j'ai fait un petit résumé de ces chiffres-là, qui est beaucoup plus pratique que l'article lui-même. Donc, je vais retrouver ça tout de suite. Voilà, c'est RDV Tech sur Twitter. C'est un petit compte que je vous recommande particulièrement. Alors, c'est Eric Seufert, je vais le lire comme ça, hein, de Mobile Dev Memo, qui analyse ça. D'abord, il nous dit que... Alors, c'est le jugement du procès qui nous révèle ces informations, mais 70% des revenus de l'App Store sont générés par le jeu vidéo. Le jeu vidéo représente 70% de l'ensemble des revenus de l'App Store. C'est assez monumental. On savait que le jeu vidéo, c'était beaucoup, mais là, c'est vraiment impressionnant. Donc, 70% des revenus de l'App Store, c'est les jeux vidéo. On a ensuite, sur ces 70%, eh bien, ils sont générés par moins de 10% des utilisateurs de l'App Store. C'est-à-dire que c'est une toute petite partie des utilisateurs qui génèrent ces 70%. Et que sur tous les utilisateurs de l'App Store, 80% ne dépensent, ce qu'il dit, c'est virtuellement rien du tout. Donc 80% des utilisateurs ne dépensent rien sur l'App Store. Et si on veut aller un tout petit peu plus loin sur ceux qui génèrent ces 70% dans les jeux vidéo, eh ben c'est moins de 1%, en tout cas c'est les chiffres qu'on avait au troisième trimestre 2017, moins de 1% des utilisateurs de l'App Store génèrent 50% des revenus de l'App Store. 50% des revenus de l'App Store. Alors, je ne suis pas 100% sûr si c'est des revenus de l'App Store ou uniquement des jeux vidéo. Je crois que c'est de l'App Store. Mais c'est vraiment impressionnant. Hein. C'est une quantité que je ne soupçonne... Enfin, on le soupçonnait, mais on n'avait pas de confirmation que c'était à ce point-là. L'App Store... c'est à peu de choses près les jeux vidéo. Hein. Et ce qu'il note également, notre bon Eric, dans son analyse, c'est qu'il y a une grosse partie des autres apps qui sont en fait utilisables quasiment gratuitement. Les apps qui donnent des choses non numériques comme Uber, Airbnb, etc., bah ça n'a pas la commission d'Apple. Les readers, les apps de lecture comme Netflix, Spotify, HBO Max, etc., bah, c'est des choses qui ne sont pas... qui utilisent d'autres moyens de paiement de toute façon. En gros, ce qu'il dit... comme dans le jeu vidéo, il faut une fluidité dans le paiement qui est énorme, passer par un moyen de paiement tiers, ça serait très très compliqué pour ces jeux vidéo.
Et du coup, Apple pourrait tout à fait dire, bon bah ok, on autorise le paiement tiers partout, et ils y perdraient pas grand-chose. Moi, je suis pas tout à fait convaincu parce que je suis sûr que ça pourrait s'organiser, comme je le disais dans l'épisode précédent, ça pourrait s'organiser et fournir un moyen de paiement vraiment facile, mais il n'empêche, c'est son analyse et elle se défend. Ce que je retiens au final, c'est que 70% de l'App Store, bah, c'est du jeu vidéo. C'est impressionnant. Google va amener une fonctionnalité de sécurité à tous les Android version 6 et au-dessus. C'est une fonctionnalité qui est présente sur Android 11 qui, en fait, retire les autorisations des apps si vous ne les avez pas utilisées pendant plusieurs mois. L'autorisation, c'est l'autorisation d'utiliser l'appareil photo, d'accéder au stockage, d'accéder à la localisation, etc. Donc, si vous ne l'avez pas utilisé pendant des mois, l'autorisation est retirée et vous devrez la redonner si vous lancez l'application. Je trouve que c'est pas mal. Ça pourrait être implémenté sur iOS. Ça serait bien. C'est pas mal, mais il faudrait peut-être laisser une option, tu vois, pour certaines applications en toujours, parce qu'après, il peut y avoir certaines applications que tu n'utilises pas 1 à 2 fois par an et tu as besoin que ça soit... Ouais, tu n'as pas envie de lui redonner ouais. l'autorisation à chaque fois. C'est pas faux, ouais. Ouais. Est-ce que tu connais Cameo, Maxime ? Ça me dit quelque chose de non. Alors Cameo, c'est un service qui permet à des personnes normales de payer pour recevoir un message d'une célébrité. Alors il faut bien sûr que la célébrité en question se soit inscrite sur le service Cameo, mais par exemple, si demain, Maxime, tu veux donner à tes fans de YouTube la possibilité de te réclamer un message pour... Allez, on va dire un montant accessible, 500 € par message, et ben tu peux sur Cameo et ils te payent 500 € et tu leur envoies un message de 30 secondes ou 15 secondes ou 1 minute ou ce que c'est. Donc ça, c'est le service à la base. Ils ajoutent la possibilité de booker, de réserver des appels avec les personnalités en question également. Ça va jusqu'à 15 minutes d'appel si tu le souhaites, et chacun met leur prix bien sûr. Et là encore, j'avais été regarder sur le service, sur le service de... il y a, comment il s'appelle l'acteur qui fait Lando Calrissian ? Je me souviens plus. Oui, je vois. Bref, j'ai oublié son nom, mais il pouvait envoyer un message, une communication, un appel de 3 minutes, je crois, c'était ça, 3 minutes, et ça coûtait quelque chose comme $100. $100 pour 3 minutes de discussion avec Lando Calrissian. Bon, c'est possible désormais. Bon, lui, il est entièrement booké, donc c'est fini. Mais $100 de discussion avec Maxime, ça, c'est peut-être possible encore. C'est un service, je pense, qui va être intéressant. Bon, c'est pas très flatteur, mais un peu les stars du passé ou les stars qui sont en train de monter. Parce qu'après, arriver à un certain stade, tu vas pas t'inscrire sur ce genre de service, t'as plus le temps, puis c'est moins rémunérateur aussi. Ça dépend. Si tu fais $10 000 les 3 minutes avec Patrick, tu vois, pourquoi pas? Dites-moi si ça vous intéresse, on pourra en discuter. Moi, je trouve que, tu vois, il y a tout le monde a son chiffre. Allez, pour $10 000, moi, je vous fais 5 minutes. Je suis bon prince. L'administration Biden est en train de sévir sur les ransomware. C'est un gros problème et on en a beaucoup parlé dans l'émission depuis des mois. Eh bien, l'administration est en train de mettre en place des lois qui auraient des conséquences sévères, de bannir des services de paiement et en fait de ne plus autoriser les services de paiement s'ils sont victimes de ce genre de... Enfin, s'ils facilitent ce genre de méfaits. Et évidemment, on pense tout de suite aux services de crypto-monnaie et c'est eux qui sont visés, évidemment. Alors, ils ne font pas un bannissement général, mais ils ont choisi de faire spécifiquement le fait de bannir certaines organisations ou certains types d'activités, à voir si ça sera possible à suivre. Mais ce qui est notable en tout cas, c'est que le gouvernement américain commence à agir contre les attaques en ransomware. On pouvait imaginer que ça allait arriver, mais là, ils sortent vraiment l'artillerie lourde.
C'est une bonne chose parce qu'ils ont eu pas mal d'épisodes d'hôpitaux paralysés ou même de mairies ou de services EDF, ou enfin pas EDF, mais l'équivalent. Ouais, et c'est exactement pour ça qu'ils agissent. General Motors a annoncé qu'ils allaient avoir des relations directes avec les fabricants de puces. C'est la suite d'une saga qu'on a suivie ces derniers mois sur la pénurie de composants informatiques qui touche particulièrement l'industrie automobile, qui avait mal géré ses commandes et qui s'en est retrouvée particulièrement affectée. Là, General Motors a annoncé qu'ils allaient donc non plus travailler par des intermédiaires, mais aller voir directement, on imagine TSMC et ce genre de fabricants, peut-être Samsung, pour se fournir en puces directement. J'imagine que tous les fabricants automobiles vont se mettre à faire ça parce que c'est intégral, enfin c'est essentiel à leur fonctionnement, et donc forcément ils veulent pas que 2020 et 2021 se répètent à chaque fois qu'il y a un problème. Et Starlink devrait sortir de bêta dans quelques semaines, je crois que c'est courant ou fin octobre. Donc si vous êtes dans une zone qui a une connexion internet vraiment mauvaise ou pas du tout de connexion internet, vous pouvez aller voir du côté de Starlink. La bêta aura duré à peu près 1 an et là ils vont rentrer en phase commerciale, on va dire. Bon, je pense qu'il y a une certaine liste d'attente, parce qu'ils sont très demandés, mais l'abonnement est à 99 € et il faut acheter une antenne pour avoir accès au service et bien la positionner, etc. C'est peut-être pas idéal pour tout le monde, mais pour les gens qui sont perdus au fin fond de nulle part et qui n'ont pas du tout de connectivité, c'est une solution qui peut être vraiment salvatrice. Et je crois qu'on arrive au bout de l'épisode. Je vais juste mentionner la newsletter. Il y a comme je le disais sur Twitter, sur le channel, enfin le compte RDV Tech, je publie ma veille régulièrement, presque tous les jours, avec des sujets qu'on peut distinguer entre sujets importants et analyses, etc. Et je pense que c'est assez cool, vous pouvez aller le suivre, le lien est dans les notes de l'émission, mais c'est RDV Tech sur Twitter. Mais certains de ces sujets seront aussi dans la newsletter. Et parmi les sujets qui seront dans la newsletter, il y a une série de choses dont on parle depuis quelque temps, qui sont une série d'enquêtes du Wall Street Journal sur des problèmes de Facebook et des autres sociétés de Facebook comme WhatsApp et Instagram. C'est une série de 5 enquêtes qui tapent très très fort. Alors j'en parle depuis un moment, y compris sur la veille sur Twitter, mais c'est tellement fort que Facebook s'est senti obligé de répondre par la voix de Nick Clegg, qui est l'un de leurs représentants, on va dire, qui est un ancien officiel irlandais, je crois, Premier ministre possiblement. Eh bien, c'est-à-dire que ces enquêtes ont déjà donné lieu à des actions du Parlement américain. Là, il y a eu une série de plusieurs enquêtes depuis la semaine dernière, quand on en parlait, qui est ressortie sur le fait que Facebook savait et sait à quel point Instagram peut être dommageable pour la psychologie des jeunes et en particulier des jeunes filles. Il y a une nouvelle enquête qui parle des effets dévastateurs des commentaires sous les updates, sous les articles qui encouragent les gens à se vacciner, qui sont presque plus... les commentaires négatifs sont presque plus nombreux que les commentaires positifs, ou en tout cas ont un effet assez néfaste. Et le fait que les officiels de Facebook, et notamment Mark Zuckerberg, savaient et, entre guillemets, n'ont rien fait, il y a vraiment, c'est une série d'enquêtes importantes. Et Facebook a donc dû répondre avec une explication qui me paraît, on va dire, compréhensible, mais un petit peu convenue. En disant, vous savez, c'est un problème complexe, on ne peut pas tout résoudre nous-mêmes, et puis il n'y a pas toujours une seule solution à tous ces problèmes, et le fait qu'on n'implémente pas une solution dont vous parlez, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Bref,
ils essayent de se défendre. C'est une affaire notable parce que le Wall Street Journal est vraiment un média connu et suivi au plus haut niveau, y compris au plus haut niveau de l'État. Et donc le fait qu'ils aient tapé aussi fort, ça peut orienter la perception de la société, et encore une fois, de la perception de la société au plus haut niveau de l'État. Alors il faut noter quand même que le Wall Street Journal appartient à Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, c'est News Corp, c'est Fox News. Donc ils sont pas très copains avec Facebook ces derniers temps, les républicains. Mais il n'empêche, là je pense pas que ça ait affecté ça de manière significative, mais il faut le noter quand même. Mais il n'empêche, c'est quand même un gros morceau. Et puis, puisqu'on va dans cette direction, je voudrais mentionner aussi, c'est un sujet dont on parle depuis des semaines encore, mais l'offensive de la Chine contre son industrie tech pour un petit peu rabaisser les têtes qui dépassent, taper sur les têtes qui dépassent. Eh bien, cette initiative s'étend au-delà de l'industrie tech. Sur Twitter, sur le compte Rendez-vous Tech, j'ai intitulé cette news au moins les trains sont à l'heure. En gros, ils ont effacé Zhao Wei, qui est l'une des plus grandes stars du cinéma et de la musique en Chine. Elle avait 86 millions de followers sur Weibo, qui est le Twitter en Chine, 86 millions, et c'est une star depuis 20 ans, enfin elle est méga connue. Et ben elle a disparu des réseaux d'Internet. Elle a disparu. C'est une personne connue, hein. C'est une personne qui était hyper suivie, qui était hyper active, qui faisait, comme je disais, du cinéma, de la musique, etc. Mais selon voilà, dans la chatroom, Cassim nous dit c'est la vraie cancel culture. Voilà, ça c'est de la cancel culture, pour de vrai. Et c'est vraiment inquiétant parce que du coup, la Chine maintenant ne se contente plus. Alors, elle a des relations avec le monde de la tech en Chine, mais c'est pas son activité principale. C'est inquiétant parce que là, il s'attaque à la culture de la célébrité. Et qui dit culture de la célébrité, c'est quelques personnes que ce soit, qui a une voix qui peut se faire entendre. Donc, bon, on parle beaucoup de problématiques de la tech et d'autres choses dans nos pays, mais je crois que quand on parle de la Chine et de la Russie, on se rend compte de ce que ça peut être dans les conditions vraiment, vraiment extrêmes et vraiment inquiétantes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes ici aussi. Entre parenthèses, je parlais de réseaux de trolls sur les réseaux sociaux la semaine dernière qui seraient liés à la Chine. Encore une news dans le même domaine, il y a des éditeurs qui font partie d'un groupe d'éditeurs de Wikipédia chinois qui ont été bannis parce que c'est une chose très très rare que Wikimedia ne fait quasiment jamais. Ils ont constaté chez Wikimedia que ce groupe, qui est constitué de presque 300 personnes, tentait de s'approprier, de capturer Wikipédia en chinois, et donc de contrôler ce qui se dit dessus. Et donc ils ont pris la décision très très rare de bannir une partie d'entre eux, une toute petite partie, et ils ont demandé aux autres de changer d'attitude. Bon, clairement, il se passe des choses en Chine, on va dire ça comme ça. Et tout ça sera, et d'autres choses seront dans la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur notepatrick.com, et le lien est aussi dans les notes de l'émission. Ah, une dernière chose, je vous disais qu'au Brésil, le président Bolsonaro avait émis un décret interdisant aux réseaux sociaux de supprimer du contenu qui n'était entre guillemets pas illégal, avec le but avoué de pouvoir continuer à être un troll d'extrême droite. La Cour suprême brésilienne a annulé cette décision, ce décret. Donc, bon, on a encore de l'espoir pour la démocratie peut-être au Brésil. Il est salvateur de savoir que la Cour suprême n'a pas plié à la demande de Bolsonaro. Encore une fois, la question de la légalité du contenu était une excuse à peine voilée pour permettre à lui et à ses armées de trolls de publier du contenu dommageable et des fake news et du harcèlement, etc., etc. Bolsonaro, c'est un petit peu le Trump brésilien. Eh ben, écoutez, ça fait un gros morceau tout ça. Maxime, je te remercie d'avoir participé à cette émission avec moi. Ça a été un vrai plaisir. Merci de m'avoir invité. Et je te souhaite aussi une très bonne journée. Mais attends,
Ne pars pas, ne pars pas. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet avant que tu nous quittes? Alors, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Mobile Addict sur YouTube et sur Twitter sous le pseudo de iRumeur. iRumeur sur Twitter, le lien sera dans les notes de l'émission, et sur ta chaîne YouTube aussi, et les gens pourront la retrouver très facilement depuis ton compte Twitter. J'imagine que c'est ton lien sur Twitter. Maintenant que tu es ça va vous intéresser aujourd'hui, surtout si vous avez un iPhone ou un iPad, comme il y a toutes les mises à jour qui arrivent en fait aujourd'hui. Attends, c'est aujourd'hui les nouveaux OS? Je croyais que c'était le vendredi. Oui, ça arrive aujourd'hui vers 19h, je pense, heure française. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, on sera à l'écoute à 19h heure française pile. Bon, moi je serai en train de coucher les enfants, mais juste après. Merci à toi donc. On me dit sur la chatroom que j'ai l'air fatigué. Vous n'avez pas idée, les enfants. Vous n'avez pas idée. Je suis malade. Les enfants se réveillent toute la nuit. Je suis effectivement pas très en forme. Mais on a quand même fait un bel épisode du Rendez-vous Tech, je trouve. Et si on a fait un bel épisode du Rendez-vous Tech, c'est grâce à vous, grâce à ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon, patreon.com/rdvtech évidemment, mais aussi moralement, et qui m'envoient des petits cœurs sur Twitter ou qui sont actifs sur le Discord. Vous savez que la communauté vit sur le Discord de Notre Patrick et on se retrouve régulièrement, on discute, on parle des news, on parle des controverses, etc. C'est un lieu très accueillant, super sympathique, où on parle de l'actu tech, de l'actu gaming et de plein d'autres choses. Le Discord est accessible à tout le monde et le lien est dans les notes de l'émission ou alors sur Notre Patrick évidemment, sur notepatrick.com comme tout ce que je fais. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!